Il y a une partie qui vient définitivement de l'enfance, on va dire. Donc, métisse malgache, élevé en partie par mon père au Canada, sans ma mère, puis renvoyé à l'âge de 6 ans, 7 ans à ma mère, qui à l'époque s'installe dans les Pyrénées-Orientales, parmi la toute première vague de ce qu'on appelle les néo-ruraux. Donc en 72, et j'arrive en 73, je crois. Donc c'est un peu un, un, pas un déracinement, mais un petit choc, un autre changement. Donc ils sont installés dans un mas qui est en ruine, au milieu vraiment de nulle part, et ils décident d'entrée de jeu de ne pas m'envoyer à l'école. Donc c'est l'école à la maison. Donc il y a plein de livres à la maison, des tas de livres. Donc René, mon beau-père, qui m'élève à une histoire un peu exceptionnelle, sur laquelle je pourrais revenir, mais bon, on verra à l'occasion. Donc je passe mon enfance là, à vadrouiller, à lire, me donne des cours de latin. Je passe des examens chaque année pour voir que je suis à niveau. C'est une des conditions pour l'école à la maison, je crois, je ne sais plus comment on dit en français. Mais ce qui est très très net, c'est que je tombe immédiatement dans la littérature, effectivement, de jeunes, les Jules Verne, les Pardaillon, les Jack London, Fenimore Cooper, tout ça. Et puis comme j'ai pas mal de temps pour moi, c'est avant qu'ils commencent à faire de l'élevage au vin. Puis j'explore vraiment l'endroit qui est un endroit vraiment extraordinaire, avec un château, une grange fortifiée, complètement en ruine, inoccupée, etc. Je me balade avec les chiens, enfin bref. Tout ça, je me raconte mes histoires. Je tombe assez vite dans la littérature. Je ne sais pas pourquoi, comment. J'ai une passion pour Napoléon, je crois, à un moment donné, comme la plupart des gamins de 10-12 ans, après avoir lu Paul Féval ou un truc comme ça. Donc je me tape Stendhal, des trucs comme ça, des trucs un peu. Mais par contre, je suis nul en maths. Hein. Tous les examens, c'est pas bon en maths. Bon, bref. Puis finalement, mes parents décident, à la fin des années... Donc aussi, je fais quelques expériences dans des écoles dites parallèles. Et puis on va régulièrement à Paris, donc je suis aussi, ce qu'on fait plus du tout aujourd'hui, je suis lâché à l'âge de 10 ans avec 10 balles et une carte orange, en fait, comme on disait à l'époque, et je me balade dans Paris, et je passe mon temps Je vais au musée de l'Homme, oui, assez fréquemment, mais mon musée favori, comme tous les gamins, c'est le Palais de la Découverte, où je me mets dans la cage de Faraday, tout ça. Et puis, je m'achète mon petit parascope et je fais le musée Grévin. Enfin, j'ai mon petit circuit, là, comme ça, à Paris. Bref. Et puis, finalement, il décide à la fin des années 80 de se lancer dans l'élevage au vin et en plein air extensif, dans un coin qui n'est pas du tout fait pour. Et puis, on décide aussi qu'il est temps pour moi de rentrer à l'école. Dans une école, après avoir fait quelques-unes de ces écoles parallèles. Donc je me retrouve à Prades, qui est, je crois, la mairie qui a été tenue par, comment il s'appelle, un des anciens premiers ministres récents, là, dans les années 80, qui n'est pas vraiment un endroit idéal pour un métis, surtout un métis de gens qui sont considérés, on disait à l'époque, des marginaux, donc c'est pas facile. Prof de maths absolument abominable, prof de sciences extraordinaire et qui nous fait un cours sur la géologie. Et là, je tombe dedans. Quand je m'aperçois que les montagnes, puisqu'on vivait quand même un peu dans les montagnes, bougent, c'est un truc, ça me... Voilà, il y a quelque chose. Et là, je tombe amoureux, effectivement, de Haroun Tazieff. Et puis, mes parents m'avaient abonné à Géo, etc. Donc, je lisais Géo.
Donc je me dis voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux devenir géologue. Je veux parcourir le monde, aller voir les grandes chaînes de volcans à Hawaï, tout ça, aller plonger au fond des océans pour aller voir les rifts et tout, ce genre de choses quoi. Donc voilà la géologie. Donc comme mes parents se lancent dans l'agriculture, à ce moment-là, on devient une idée un peu, et que je suis pas bon, très bon en maths quand même, hein, commence une petite idée de se dire bon ben voilà, tu vas faire un bac agro. Donc ça s'appelle un bac D'. Donc c'était pas le D, c'était le D'. Et donc je me retrouve en seconde D' à Perpignan, qui se passe pas très bien. Parce qu'en fait on fait de la phytotechnie, de la zootechnie, tout ça c'est machin, et puis finalement c'est pas très géologique, mais bon je m'accroche quand même. Et puis au bout d'un certain moment, un peu une crise, un peu, parce que c'était vraiment pas facile les relations avec les gamins du coin. Je dis, donc j'étais déjà en pension, j'ai dit bah écoutez envoyez-moi en pension, mais je vais aller en pension ailleurs, j'en peux plus de cette région. Pyrénées-Orientales, c'est un pays qui est physiquement magnifique, mais que je ne supporte plus même aujourd'hui, à cause de ce que j'y ai vécu. Et donc ils m'envoient ils ont un copain qui habite au Pays Basque, à Charite-de-Bas, à côté de Moléon, et ils m'envoient au lycée agricole de Pau-Montardon. Et donc j'y arrive en 83 je crois, donc j'ai un an de retard parce que il faut, puisque je retourne dans l'école normale, j'ai fait une année aussi d'école par correspondance au CNTE avant, la 5e. Donc 4e, j'arrive avec une année de retard. Donc je me retrouve en première, à Pau-Montardon. Et là, c'est une atmosphère complètement différente. Vraiment, on a beau dire ce qu'on veut un petit peu sur les gens de la région, mais je retrouve une ouverture et une diversité où tu as des Basques, des Espagnols, des Béarnais, des Landais, de gens d'un peu partout, en fait, et même des gens des dom-toms. Hein. Et donc, du coup, là, ça se passe complètement différent. Je commence à avoir une vie sociale et tout. Et je veux toujours faire de la géologie. Donc, pour moi, je fais ça. Bon. Je rate mon bac. Et donc, je redouble. J'avais d'autres intérêts à ce moment-là. Finalement, comme je finis par l'avoir, et puis je me retrouve en fac de géologie à Pau. À fac de sciences. Et je me souviendrai toujours. Donc, la géologie, à ce moment-là, c'était tronc commun. C'était le DUG-B, tronc commun, physique, chimie, biologie, et tu avais écologie et géologie. Donc moi, mon truc, c'était la géologie. Sauf que le prof de physique, il arrive et démarre par une double intégrale au tableau. Donc double intégrale et dx. Là, j'ai su que c'était mort. Moyenne de l'amphithéâtre aux premiers examens, de l'amphithéâtre 0,5. Et je me suis obstiné pendant 3 ans à faire de la géologie parce que je voulais toujours. Et puis en fait, j'ai développé là des amitiés aussi et des occupations qui sont restées puisque c'est des copains que je connais encore aujourd'hui, donc 40 ans après. Donc je regrette assez peu ces 3 premières années. Le problème, c'est que dans le système français, quand tu as fait 3 premières années, et ben après on te dit c'est fini monsieur parce que si vous ne pouvez pas bénéficier de la sécurité sociale. Donc je me retrouve sans diplôme avec un bac médiocre. À l'âge de 24 ans, donc. Et puis toujours ces idées de voyage, etc. Donc il y avait une dimension, oui. Et aujourd'hui, on critique beaucoup l'exotisme, le rêve et tout, etc. Il y avait un petit côté, c'est vrai, Indiana Jones, quoi. C'était un peu... je voulais toujours être un peu un truc du genre, l'équivalent de Harun Tazieff. Et le plus proche, c'était Indiana Jones. Bon. Finalement, je pars à Paris. Je décide avec mes parents, je ne vais pas rester là dans les PO, ça c'est pas possible pour moi. Donc je monte à Paris et je me retrouve dans un appartement rue de Clichy. Et puis là, je me dis, bon ben voilà, je vais y travailler quoi. Donc, grosse peine de cœur, un peu une descente à ce moment-là. Puis un copain qui fait partie de la bande là, que je connais encore aujourd'hui, qui vient me voir et qui me dit, bah, écoute Ludo, c'est pas possible, viens faire de l'animation avec moi en Sicile. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et il fait du théâtre maintenant. Voilà. Bon, on part en Sicile. Ça se passe pas bien. On revient. Un peu une histoire un peu mafieux. On a l'impression qu'il y a un peu la mafia derrière. Donc on fuit. Et puis je me retrouve commis de cuisine rue Montorgueil au moment où ils faisaient les pavés blancs là.
Et puis quand même, c'était pas possible. Ça se passait super bien. Mais il me manquait toujours quelque chose. Je lisais, je continuais à lire. Un petit peu de philo, comme ça. Me disait, je suis un peu un raté philosophe, enfin, sans vraiment trop comprendre. Et puis finalement, je vais aller au centre d'information et d'orientation de la Sorbonne. Donc j'y vais. Et là, il y a une dame assez nulle qui me dit, vous êtes à de service. De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer dans l'enseignement supérieur. Vous avez fait 3 premières années. Le seul endroit où vous allez pouvoir aller, c'est l'école du Louvre, parce que c'est le ministère de la Culture. Mais soyons sérieux. Je sors de là furieux. Je retourne dans ma cuisine à couper mes carottes. Puis finalement, j'y vais. Alors, je pourrais faire même l'histoire de l'entrée dans l'école du Louvre, elle est assez comique. Mais finalement, je m'y retrouve. Donc effectivement, l'école du Louvre, à cette époque-là, ça l'était un peu moins. C'était 1500 étudiants en première année, 90% de gens féminines, plus de 60% des hautes classes bourgeoises parisiennes. Donc voilà, c'était pas vraiment non plus mon milieu social, même si on peut le dire avec l'éducation que j'avais eue. Heureusement, j'avais ce que Bourdieu appelle un capital culturel quand même assez important, quoi. Donc voilà, je fais l'école du Louvre et là je tombe sur le truc sur les objets et je me suis dit, Indiana Jones vais faire l'Égypto. Non, ça marche pas. Je vais en cours. Donc tu choisis ta spécialité dès la première année. Donc Égypto, non. Finalement non, parce que c'est pas les gens qui m'intéressent. Je vais en archéo-oriental, donc là où il y a un truc vraiment qui se passe, c'est tout Sumer, Akkad, cette région-là, vraiment il y a un truc qui se passe là. Et puis il y a ce cours qui à l'époque s'appelle Histoire des arts d'Afrique et d'Océanie, qui est, je crois, à 8h du matin, un truc comme ça. Donc non pas que j'avais l'intention de redécouvrir ma propre identité, comme on m'a posé la question, ça avait l'air sympa aussi, je lisais un peu des trucs un peu, qui faisaient un peu Jules Verne, quoi. Donc je me pointe en cours un matin, et là il y a ce prof, vieux prof, qui commence à nous parler de ces gars qui échangent des bracelets dans un sens contre des colliers dans l'autre, la Kula. C'était Jean Guillard, le prof. Donc il y a beaucoup à dire sur Jean Guillard et son rapport à la Nouvelle-Calédonie, mais là il y a un truc qui se passe sur ces gens-là, sur ça. Et il nous dit, et on se retrouve mercredi au Musée de l'Homme. Et on va au Musée de l'Homme au mercredi. Et là, on rentre dans le petit ascenseur, là, le tout petit ascenseur. Alors, c'était pas rénové comme c'était aujourd'hui. C'était encore les grands bureaux, les grands plafonds 1930. Donc, on suit un corridor comme ça. Et là, je tombe sur Olivier Labatte, que je vais voir demain, d'ailleurs. Et première année aussi. Et donc, on suit le couloir, on passe devant des portes d'Angers, ne pas ouvrir. L'atmosphère Indiana Jones, le musée. On rentre dans le bureau de Jean Guillard, un grand bureau qui donnait sur la Seine, et tout en bois, enfin, etc., quoi. Et là, il a sorti sur une table, il y a, alors je vais le dire un peu au hasard, il y a une massue Canac, il y a une massue des Cook, il y a plusieurs objets. Il me dit, bah allez-y. Donc, pas du tout École du Louvre, quoi. Et là, il commence à nous parler, donc, etc. Et en même temps, il y avait Roger Boulet, à ce moment-là, qui était conservateur au Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, qui venait d'ouvrir la grande exposition de Jade de Nacre sur le Larcanac. Fantastique. C'est ça. C'est bon, c'est ça. Voilà, donc je laisse tomber les autres, c'est ça. En plus, on accroche bien avec Olivier et Sarah, une bande d'autres, là, comme ça, on devient... et voilà. Alors, on s'accroche. Alors déjà, d'une part, une grande chance, parce qu'au deuxième trimestre, c'était le cours la première partie, c'était Histoire d'Océanie, et la deuxième partie de l'année, c'était Histoire des Arts d'Afrique. J'ai eu de la chance parce que chaque année, ça changeait. Si c'était tombé sur les Arts d'Afrique, j'aurais pas pris, parce que là, les profs étaient beaucoup plus... Voilà, ils sont quand même beaux, ces gens-là. Voilà. Donc, j'ai une chance incroyable. Donc, j'ai tout forcé sur mon histoire générale de l'art, parce que c'était vraiment le truc. Et puis, j'ai pas rendu copie blanche. L'Afrique est tombée à l'écrit, donc j'ai fait une copie un peu bêtement anticoloniale, quoi. Voilà. Je n'ai pas travaillé ce cours, un peu l'arrogance des jeunes, quoi. Je n'ai pas travaillé ce cours, car il est colonial, etc. Donc, j'ai 0, évidemment. Mais je repasse en septembre. Non, je repasse pas en septembre. Je passe en deuxième année d'histoire générale de l'art, mais en première année de spécialité. Et là, le cours se sépare en 2 parties. Histoire des arts d'Afrique, avec Jean Paulet qui arrivait de Paris 1, qui était archéologue,
donc étudiant de Jean Devise, donc une bonne tradition d'historien très sérieuse, et l'histoire des arts d'Océanie, c'était Philippe Pelletier qui revenait de Nouvelle-Guinée, avec Jean Guillard s'était retiré, et Roger Boulet qui arrivait le cours. Et Philippe Pelletier revenait de la Nouvelle-Guinée. Et maintenant, a posteriori, je vois pourquoi il était comme ça en cours, quoi. Pas du tout comme aujourd'hui ça serait accepté en Angleterre. Mais là, il y a un truc, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc là, pouf, je passe. Et en fait, parcours sans faute. L'histoire générale de l'art, juste un petit peu, mais quand même avec un truc que j'aimais beaucoup à l'école du Louvre, c'est qu'on focalisait sur les objets, on apprenait à décrire les objets, à regarder, décrire les objets avant de partir sur les questions de style ou de contexte. Donc il y avait une grosse attention là-dessus sur l'histoire générale. Tandis que sur l'Océanie, c'était vraiment les rituels, les échanges. Et donc là, vraiment, je commence à m'intéresser à l'anthropologie. Donc je faisais des petits boulots à côté, notamment j'étais ouvreur au Bouffe du Nord le soir. Et, et en fait, j'ai commencé à aller à la FNAC et à Gilbert Jeune à m'acheter tous les bouquins d'anthropologie, quoi. Donc, et également, avec Olivier, on s'incrustait dans les séminaires de la FRAO qui étaient avant que le Credo soit créé. Donc, je sais pas, je pense que je me souviens d'avoir mon premier. Donc, j'étais undergrad, quoi. J'étais en licence, mais on s'incrustait dans le séminaire puisque c'était ouvert à tout le monde. C'est vraiment super. Donc, j'ai vu Tcherkezov parler de la colonisation de Samoa pour la première fois. Ça m'a marqué. Isabelle Leblic. Je me demande ce qu'ils devaient penser les grands crocodiles, là, de voir ce gamin, parce que je faisais encore plus jeune, hein, on me demandait encore ma carte d'identité, même à l'âge de 25 ans, qui était assis au fond et qui prenait des notes comme ça. Donc, vraiment déterminé, quoi. Donc, tout le contexte anthropologique, théorie, etc., me nourrissait, quoi. Donc, à un moment donné, je me souviendrai toujours, et j'en ai reparlé la semaine dernière, j'ai découvert des années... Enfin, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais au théâtre le soir à 11h et je lisais Anthropostructural et j'ai compris le structuralisme. Je l'ai ressenti. Et j'ai découvert des années après que Bertrand Russell dit « Vaut mieux ressentir une théorie philosophique qu'en connaître 20 ». Et je l'ai ressenti. Et donc, pour moi, j'avais l'impression d'avoir découvert la clé de l'univers. Donc voilà. Bon, et ça s'est passé comme ça sur plein de choses. Donc après, j'ai relu Ballandier et tout. Donc je passe mon diplôme, je fais le master de muséologie. Et définitivement, je vais aller faire de l'archéologie à ce moment-là, puisque mon truc, c'est les objets. Parce que vraiment, au cœur de mon intérêt, il y avait un rapport avec les objets et leur rôle dans nos vies. Je pense que les moalis et les soulavas des îles Trobriandes qui circulaient, ce système d'échange extraordinaire, m'avait vraiment fait comprendre qu'il y avait quelque chose autour des objets. Puis comme l'école du Louvre, c'était basé sur l'objet, c'était ça. Mais il me manquait quelque chose. Et je trouvais que c'était un peu limité. Donc à ce moment-là, je lis aussi L'homme et la matière et milieu et technique, grâce à un ami qui est décédé récemment d'ailleurs, Pierre Sorel, qui lui était assez extraordinaire. Il est un peu connu dans le monde universitaire. Et il était à l'école du Louvre en même temps que nous, et vraiment c'était un bon copain. Il nous avait appris vraiment, donné un peu tous la méthode. On traînait beaucoup donc avec les deux copains, Olivier Labatte et Sébastien Ziegler, qui sont aujourd'hui des professionnels de l'archéologie et des musées. Et donc, eux, ils étaient moins intéressés sur les objets, moi j'étais vraiment sur les objets. Donc je me dis, je vais aller sur la discipline qui a le plus... qui se focalise sur les objets parce qu'elle n'a rien d'autre. J'avais toujours l'impression à l'école du Louvre qu'on décrivait bien les objets, puis il y avait un trou il y avait quelque chose qui manquait entre la description physique de l'objet, de sa matière, de sa constitution, de sa composition, sur les tableaux, sur les sculptures, enfin la stèle de Naram-Sin pour moi, quand je découvre que l'histoire de la hiérarchie des tailles reflète une hiérarchie sociale ou politique, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, donc au Louvre. Et puis on voyait les objets, puisque l'enseignement était basé dans les collections. Mais il manquait quelque chose, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, parce qu'il y a un moment donné, je me souviens, et c'est en première année, c'est important ça sur le rapport aux objets, où je découvre, on va faire les antiquités grecques, et je regarde la Vénus de Cnide, je crois que c'est Praxitèle. Il y a un truc qui se passe là, qui est un truc aussi de jeune homme, sur le corps féminin, mais sur le marbre. Et l'idée que quelqu'un a la capacité de rendre la souplesse du corps, de la chair,
dans un des matériaux les plus durs, la rondeur, il y avait un truc là qui m'avait vraiment marqué, quoi. Et surtout après, quand je me rends compte que, et c'est important pour après, que derrière l'objet, juste derrière la trace que je vois là, le geste, il y a Praxitèle, un gars qui est mort il y a 2500 ans, quoi. Et après, je pense à ça fréquemment. Je me souviens d'aller me balader, alors je suis complètement athée, mais de regarder les primitifs italiens, de regarder un tableau de Cimabue dans la grande galerie, de me dire, Cimabue l'a fait, quoi. Il est là. Si je m'approche suffisamment, je peux voir. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, quand je vais à la Tate Britain et que je regarde les tableaux de Turner qui me fascinent, quand je regarde un petit mouvement de peinture comme ça sur le tableau, sur la pâte, et que je me dis c'est le geste de Turner, c'est un truc ça. On avait un tableau à la maison on appelle le tableau du grand-père, qui est un truc énorme comme ça, un paysage des Landes, et qui était dans les escaliers. Et à chaque fois qu'on descendait, je regardais, et j'étais stupéfait du fait que quand je regarde de près, ça fait pas sens, et quand je regarde de loin, c'est le tronc d'arbre. Il y avait ce truc-là, donc le rapport entre la matière, le geste et l'effet visuel, mais la présence aussi des personnes. Bon, donc je me dis, l'archéologie, eux, ils n'ont pas les discours, ils n'ont pas tout ça, ils n'ont pas les styles, ils doivent avoir des bonnes méthodes pour regarder les objets. Et puis ça m'avait beaucoup plu de lire L'homme et la matière et milieu et technique, donc il y avait un truc là-dessus. J'avais lu Le geste et la parole, mais ça m'avait moins impressionné, je trouvais ça un peu déterministe. Et donc je me retrouve en archéologie, et là il y a un truc qui se passe, c'est que je voulais faire l'archéologie d'océanienne avec José Garanger, qui est un grand archéologue de l'époque, mais il avait pris sa retraite et je n'étais pas trop intéressé par son successeur. En revanche, Jean Paulet, qui était mon prof d'histoire des arts africaines, était prof d'archéo à Paris 1. Donc je m'inscris en maîtrise à l'époque d'archéo à Paris 1. Voilà. Avec, où étaient d'ailleurs Olivier et Sébastien aussi à ce moment-là. Ils avaient commencé une année avant moi, je crois, puisqu'ils n'avaient pas fait la 4e année de muséologie. J'avais fait la 4e année de muséologie en me disant je vais avoir un master, comme ça je vais pouvoir trouver un boulot, autre chose que de faire le commis de cuisine et ce genre de choses, quoi. Donc je me retrouve en archéo, et là il y a un truc qui se passe aussi pareil, c'est un moment extraordinaire au niveau du climat intellectuel. On est en 95-96, Philippe Pelletier me demande de faire les travaux pratiques d'Océanie qui n'existaient pas. Je donne des cours d'histoire de l'anthropologie à partir de textbooks, de livres, etc. Mais à ce moment-là, en 96, c'est le séminaire de la culture matérielle à Paris 1. C'est extraordinaire. Il y a la tour qui est là, Le Monnier, Sander van der Leu, qui a été formé archéologue à Cambridge au moment du débat des processualistes entre Jan Oder et Renfrew, etc. Et c'est la première COP. Et on parle de l'environnement. Et on parle des SIG. Et on parle des techniques. Et là, il y a vraiment un truc vraiment fantastique qui se fait. Donc, le séminaire est excitant. On a la tour qui vient parler en 95. Avec Olivier et Sébastien, on nous dit « C'est génial, mais on a l'impression qu'on s'est un peu fait rouler dans la farine. » Je me souviendrai de cette discussion. On adorait. On a lu « Nous n'avons jamais été modernes ». À ce moment-là, Sander nous introduit à James Clegg, le chaos. On est chaoticien, on est symétrique, on est là, on va changer l'archéo, on va changer... voilà, il y a tout ça, quoi. Et je me retrouve en train de faire de l'archéo africaine pendant 2 ans. Je fais ma première maîtrise sur les pirogues à balancier de Madagascar, où j'applique l'analyse de l'objet à partir de la notion de tendance et de fait technique sur les pirogues Vesu, ce qui était l'occasion pour moi d'aller à Madagascar. Et ensuite, Jean me dit, tu vas faire ton DEA sur la poterie du delta intérieur du Niger, tu vas prendre toute la littérature et tu vas me faire une analyse de ce qui a été fait. Et je décide de reconstituer les chaînes opératoires de tout ce qui a été fait sur la région du delta intérieur du Niger. Le DEA est là. Travail de colosse, mais génial. Donc à partir des sources historiques, ethnographiques, etc. L'idée, c'était de critiquer la notion d'ethnicité des techniques. C'est-à-dire, les Peuls ont cette technique, les Dogons ont cette technique. Donc casser toutes les histoires de typologie, toutes les histoires d'ethnicité, et au contraire proposer donc volontairement critique. Et moi, j'étais complètement pour. Et à ce moment-là,
Jean me dit, on a décroché un lien avec Kevin McDonald qui est à côté maintenant, et on a un projet de 5 ans sur le delta intérieur du Niger, où on va partir travailler sur la poterie, c'était encore possible à l'époque, et comme ton DEA, j'ai une super note, et bon, on voudrait que tu viennes. Et là, je dis à Jean, en fait, je fais des cours d'anthropologie et d'histoire des arts de l'Océanie, et je fais de l'archéologie africaine, il va falloir que je choisisse. Ce que je veux faire, c'est l'Océanie. Et Jean dit, je respecte ça. Et vraiment, Et donc, j'ai postulé à Norwich, donc à la Sainsbury Research Unit, qui est là-bas, qui est donc en Angleterre. J'obtiens une bourse pour faire un autre master, donc techniquement mon troisième master, puisque j'ai un DEA un master et le master de muséologie. Et donc, je pars en septembre 98 pour faire un autre master là-bas, qui est un master en fait où j'apprends l'anglais. Enfin, je fais le master, j'arrive à avoir une distinction, et puis finalement après Steve Hooper, qui était mon directeur, me soutient pour que j'obtienne une bourse pour faire ma thèse à la Sainsbury Research Unit. Je reviens en France, je travaille pour la mairie de Saint-Ouen pour le salon annuel du polar. Je travaille pour EMAP, où je fais des bases de données et du marketing one-to-one. Et je travaille pour mon oncle qui développe une première base de données de la musique en ligne en 2000. Et puis finalement, je finis mon contrat avec mon oncle. Et en septembre, je pars pour l'Angleterre et la thèse.